Bonjour Malienne. Bonjour Rachid. On va se pencher d'abord sur la presse marocaine et le Made in Morocco à la conquête du monde. En effet Rachid, le Made in Morocco était au cœur de la journée nationale de l'industrie organisée début novembre à Rabat où le gouvernement, les industriels et les acteurs économiques ont souligné la montée en gamme de plusieurs filières stratégiques comme l'aéronautique ou encore les énergies vertes qui incarnent la réussite de cette stratégie industrielle marocaine. Ce sont aussi des innovations soutenues par le ministère de l'Industrie notamment avec un programme de recherche et d'innovation qui mène vers la production industrielle. Riyad Mzola a d'ailleurs affirmé que depuis son lancement en 2003, 160 projets ont été financés pour un montant global de 825 millions de dirhams. Et selon le brief, le Made in Morocco, c'est bien plus qu'une simple certification. Elle confère une identité forte aux produits du royaume et incarne la confiance dans le savoir-faire national. Créé en 2019, le label garantit un taux d'intégration locale d'au moins 40%, assurant traçabilité, conformité et qualité. Pour Adil Lamnini, président de l'Association professionnelle des marques marocaines, le Made in Morocco, c'est l'identité. Le Made with Morocco, c'est la vision. Et cette nouvelle philosophie veut donc positionner le pays non seulement comme un producteur, mais aussi comme un partenaire industriel mondial à travers une stratégie fondée sur 3 piliers, co-concevoir, coproduire et co-développer avec d'autres nations. Un tournant donc symbolique pour une économie marocaine qui revendique son ouverture et surtout sa contribution au développement global. Et sur le terrain, certaines entreprises incarnent déjà cette réussite avec le groupe Cosumar, acteur majeur du sucre. Elle illustre parfaitement donc cette dynamique avec 2,5 millions de tonnes de sucre blanc produits chaque année et des exportations vers plus de 80 pays. L'entreprise valorise la production locale et soutient plus de 80 000 agriculteurs marocains grâce à un modèle d'agrégation à la digitalisation de sa chaîne agricole via la plateforme Ataïsir. Un exemple qui illustre la force du Made in Morocco, une industrie qui produit au Maroc avec des ressources marocaines et pour les Marocains tout en s'exportant avec succès à l'international. On parle également, plus largement sur le continent africain, de la dette qui continue de peser lourdement sur les économies. En effet, selon l'opinion au Maroc, les émissions de dette intérieure ont été multipliées par 3 à l'espace de 14 ans, passant de 150 milliards de dollars en 2010 à près de 500 milliards en 2024. Cette hausse traduit un changement profond. Les États africains empruntent désormais de plus en plus sur leur propre marché auprès de banques locales et de fonds de pension pour financer leur budget. Mais selon Jeune Afrique, ce modèle a ses limites. Quand les gouvernements accaparent l'essentiel du crédit disponible, les entreprises, elles peinent à se financer, ce qui freine la croissance. Résultat, dans certains pays, le remboursement de la dette absorbe jusque 40% des dépenses publiques, laissant très peu de marge pour investir dans la santé, l'éducation ou encore les infrastructures. Et de plus, le 360 explique que 70% de l'augmentation de la dette vient simplement aussi de la chute de monnaie africaine face au dollar. Quand les devises locales perdent de la valeur, comme en Égypte ou au Ghana où la baisse a dépassé les 40%, le remboursement des prêts contractés en dollars devient beaucoup plus cher. C'est un effet donc mécanique, même sans emprunter davantage, la facture augmente. La Banque mondiale et la Société financière internationale appellent donc les États à continuer quand même d'emprunter en monnaie locale pour réduire justement ce risque de change. Mais il y a aussi des signaux positifs. La Namibie vient par exemple de réussir un remboursement historique, celui de son euro-obligation de 750 millions de dollars, arrivant à échéance en octobre. Une première pour le pays salué comme un signe de rigueur et de crédibilité économique. À l'inverse, le Sénégal lui fait face à la découverte d'une dette publique cachée estimée à 132% du PIB, ce qui pousse le gouvernement à plus de transparence et donc un audit complet de ses engagements. Ainsi, sans allègement de la dette ni de réforme structurelle, ce poids budgétaire va continuer d'étouffer les marges de manœuvre nécessaires pour financer l'avenir du continent. Comment reconstruire la paix avec les Palestiniens après la guerre à Gaza, se demande la presse. Oui, alors que la première phase du cessez-le-feu à Gaza touche à sa fin et qu'on va vers cette deuxième phase, les discussions s'intensifient sur la suite de ce processus de paix. Selon Associated Press, Jared Kushner a rencontré Benjamin Netanyahou pour évoquer la mise en place d'une autorité de transition à Gaza et le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Mais sur le terrain, rien n'est encore concret. Les échanges récents de corps et d'otages rappellent
rappelle la fragilité de la situation et derrière les chiffres, les drames humains résonnent toujours. Et pendant ce temps, la diplomatie, elle s'active. Libération rappelle que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, multiplie les rencontres reçues la semaine dernière au Vatican par le pape Léon XIV, puis à Rome par les dirigeants italiens. Il sera accueilli aujourd'hui à l'Élysée par Emmanuel Macron. Paris et donc la Palestine vont donc évoquer la pleine application du cessez-le-feu, mais aussi les contours d'un plan de paix durable, incluant la reconstruction de Gaza et la réforme de l'autorité palestinienne pour lui permettre de reprendre un rôle central dans la gouvernance de ce territoire. Et sur le terrain, justement, les Palestiniens s'interrogent sur leur propre avenir, comme le souligne d'ailleurs un éditorial publié dans Plus 972 magazine et relayé par Courrier International. De nombreux habitants de Gaza estiment être écartés des discussions qui décident de leur destin. Il est temps de prendre notre destin en main, de construire une gouvernance nouvelle représentative et non imposée de l'extérieur, clament les Palestiniens. Donc, entre diplomatie internationale et aspiration locale, le futur de Gaza reste donc suspendu à une équation délicate. Comment bâtir la paix avec les Palestiniens et non à leur place? Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2025. Quel autre 11 novembre avez-vous donc retenu dans l'histoire ? Alors aujourd'hui, c'est un jour qui est bien connu de l'histoire mondiale. Le 11 novembre 1918, à 11 h du matin précise, les cloches résonnent dans toute la France. Après 4 années d'un conflit d'une ampleur inédite, la Grande Guerre s'achève enfin. Dans un wagon stationné en forêt de Compiègne, l'Allemagne signe l'armistice avec les Alliés. Mais derrière la liesse, le pays est en deuil. 1,4 million de soldats français ont péri et près de 10 millions de morts dans le monde entier et surtout des générations entières marquées à jamais. Au-delà de l'Hexagone, cette signature marque un tournant mondial. Les empires s'effondrent, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman et l'empire allemand disparaissent, redessinant les frontières de l'Europe et du Moyen-Orient. Et de nouveaux États donc naissent, porteurs eux d'espoir, mais aussi de tensions futures. Et déjà, dans les ruines du conflit se dessinent les fractures économiques et politiques qui vont mener 20 ans plus tard à la Seconde Guerre mondiale. Le 11 novembre donc, c'est une date pour se souvenir que la fin d'une guerre ne suffit pas à construire la paix, mais qu'elle en est toujours le premier pas. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna, pour cette revue de presse très très complète.